combien de maisons squattées en France? Alors moi aussi, c'est une question sur laquelle je voulais absolument avoir des chiffres. Parce qu'on a beaucoup d'affaires emblématiques, mais finalement, c'est une donnée qu'on ne suivait pas. Donc j'ai monté un observatoire et j'ai mobilisé tous les préfets pour avoir des chiffres. Et donc ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous avons eu 124 affaires lors des quelques derniers mois. 124 affaires de squat. Depuis le 1er janvier. Oui, c'est ça. 124 affaires de squat qui peuvent être réglées par la nouvelle loi et qui sont remontées au préfet. Et sur ces 124, on en a traité un tout petit peu moins de 100 et on en a un peu entre 25 et 30 qui sont encore en instance. Typiquement, celle de Carcassonne, elle va se régler aujourd'hui. Il y en a encore quelques-unes qui sont toujours en cours de traitement. Quand vous dites 124, c'est 124 procédures ou c'est 124 maisons 124 maisons. Même hors procédure, c'est-à-dire même celles qui sont hors des radars parce que pour une raison ou pour une autre, aucune procédure n'a été enclenchée. 124 qui ont été signalées et pour lesquelles on regarde si on peut appliquer la nouvelle loi. Et on peut appliquer la nouvelle loi dans la très très grande majorité des cas. Il y a quelques cas... Quels sont les cas où ça bloque encore? Il y a quelques cas où en fait ça n'est pas applicable parce que ce sont des locaux commerciaux. Or la loi elle protège vraiment les maisons, les résidences, ou parce qu'en fait ce sont des conflits entre un propriétaire et un locataire. Or cette loi elle n'a pas vocation à se substituer à la justice quand on parle de la relation propriétaire-locataire. On parle vraiment de squat. Donc sur les 125, 124 dossiers qui nous ont été présentés, quelques-uns en fait ne sont pas dans le champ de la loi. C'est pas du tout la majorité. Pour les autres, les procédures se déroulent. Et que ce soit les dossiers très emblématiques, je pense par exemple à ce retraité à Toulouse, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez... Bien sûr, on en avait beaucoup parlé à l'antenne. Qui souhaitait pouvoir se rapprocher de sa femme qui était en maison de retraite, ou l'affaire de Carcassonne aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en capacité de les régler, ces cas. Et c'est ce que nous disent les préfets. Avec la nouvelle loi, on a maintenant les moyens de traiter ces cas avec humanité pour les squatteurs, mais en rendant leurs biens aux propriétaires. Et c'est vraiment mon objectif, rendre leurs biens aux propriétaires. Emmanuel Wargon, est-ce que vous avez déjà tapé sur Internet comment squatter une maison? Parce que c'est assez saisissant. On y trouve des kits, vraiment des kits de comment squatter une maison en 3 clics. J'ai imprimé celui-ci qui vous donne absolument toute la procédure, tous les conseils pour squatter. Alors, ouvrir un squat, observer si les lieux sont bien vides et s'il n'y a pas de passage. Ensuite, comment préférer, quel logement préférer? Préférer les instances d'héritage, les problèmes de succession. Et puis, il y a même des conseils sur comment se faire une fausse attestation de domicile. Une lettre timbrée, donc datée avec vos noms et la nouvelle adresse, peut s'avérer très utile. Il y a même tous les conseils aussi sur la manière de remettre l'eau et l'électricité. Ne vous laissez pas faire. Mettez en place un rapport de force pour les empêcher de vous couper l'eau et l'électricité. Par exemple, vous pouvez aussi mouiller le technicien lors de son passage, couler du béton après avoir ouvert l'eau s'il y a une coupure générale. Pirater l'électricité est un délit, mais ne vous inquiétez pas, Enedis se contente en général de juste couper. Mais c'est pour ça qu'on a changé la loi. J'espère bien et je pense que ces kits ne sont pas à jour. Maintenant, même si toutes ces manœuvres sont mises en place, le préfet, et je le dis aux propriétaires, vraiment, vous avez des droits. Vous portez plainte et vous saisissez la préfecture. Le préfet, face à ça, peut dire, peu importe qu'il y ait une quittance d'eau et d'électricité, peu importe que ce soit un bien en instance d'héritage, peu importe le moment de l'année où on est, le préfet a les moyens de mettre en demeure les squatteurs de partir et s'ils ne partent pas, de mobiliser la police ou la gendarmerie. Parce qu'il faut que le droit reste du côté des propriétaires. Après, sur le volume de cas, c'est intéressant, on a compté 124 dossiers. Donc c'est 124 situations terribles, 124 familles, 124 personnes qui sont placées dans une situation extrêmement difficile qu'on règle, mais c'est 100 fois moins que les cambriolages. Et donc il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas d'instrumentalisation politique de ce sujet parce qu'on a finalement peu de cas. Chaque cas est un cas en trop. Et moi je m'engage avec cette loi et avec les préfets, je veux les saluer parce qu'ils se mobilisent vraiment, à ce que chaque situation particulière, quand on est bien dans une situation de squat d'une résidence particulière, se règle. Et les guides des squatteurs, j'espère bien qu'ils passeront à une autre arnaque, une autre fraude, un autre sujet, et que voilà, ils se rendront compte que ça n'est plus possible. Ou pas d'arnaque, ou pas de d'arnaque fraude, du tout, ou pas de fraude, que ça n'est plus possible. Je vous souhaite en tout cas... Je ne suis pas très optimiste sur ces gens-là, c'est pour ça. De ne pas le permettre. Une question sur la trêve hivernale. La fin de la trêve hivernale, normalement, c'est le 1er juin. Mais dans les faits, ça n'aura pas véritablement de conséquences. Expliquez-nous, ça veut dire qu'en fait, la trêve hivernale, la différence entre ce moment-là
et la fin de la trêve hivernale va disparaître? Oui, c'est une année très exceptionnelle. En fin de trêve hivernale, normalement, on ferme les places d'hébergement. Avec quelque chose de bizarre dans lequel on se dit on n'a plus besoin de loger, d'héberger les personnes sans domicile fixe entre la fin de la trêve traditionnellement qui est fin mars et octobre. Cette année, on maintient toutes les places ouvertes. C'est un énorme effort, 700 millions d'euros, pour maintenir, avec un toit sur leur tête, les personnes en situation d'hébergement, les plus fragiles d'entre nous, et leur permettre d'accéder vraiment au logement avec une meilleure prise en charge et un meilleur accompagnement social. Et puis la fin de la trêve hivernale, c'est aussi le début des expulsions locatives. Là, nous allons maintenir la possibilité d'expulser à partir du 1er juin, mais en demandant aux préfectures d'évaluer les dossiers au cas par cas, de proposer systématiquement un relogement ou un hébergement, de prioriser et d'étaler tout ça dans le temps pour qu'on n'ait pas une explosion des expulsions locatives. Donc ça ne tombera pas comme un coup. Et on indemnise les propriétaires. Parce que du point de vue du propriétaire, si l'expulsion tarde, le propriétaire, c'est un loyer qui n'est pas versé. Et donc ça peut mettre le propriétaire en difficulté. Donc nous allons mieux indemniser qu'habituellement les propriétaires. Emmanuelle Wargon, vous êtes ministre déléguée au logement, mais vous êtes aussi candidate vous-même, comme 5 autres ministres, 5 ministres candidats en Ile-de-France, dont vous, donc, vous êtes numéro 2 dans le Val-de-Marne. Globalement, vous vous êtes exprimé en faveur d'accords avec d'autres sensibilités, d'autres partis. Vous étiez favorable à l'accord qui s'est trouvé en PACA. Vous auriez pu y être favorable, y compris en Ile-de-France. Vous pourriez tendre la main ou travailler avec Valérie Pécresse? Alors, la situation est très différente entre Provence-Alpes, Côte d'Azur et Île-de-France parce que en PACA, le risque Rassemblement national est extrêmement élevé. Et c'est ce qui nous a conduit à un accord avec le président de région sortant, Renaud Muselier. Ça n'est pas le cas en Île-de-France. Donc en Île-de-France, nous défendons nos valeurs et notre programme. Et Valérie Pécresse, sur le logement, par exemple, moi je l'ai entendu faire des propositions hier, elle propose de soutenir plus le logement social. Elle a divisé par plus de 2 le budget de la région sur le logement social. Elle propose de s'intéresser à la rénovation énergétique. Moi, je suis en charge de ce sujet. C'est la seule région, l'Île-de-France, avec laquelle je n'ai pas pu contractualiser. Elle ne finance rien aujourd'hui. Elle se réveille aujourd'hui sur des sujets logement ou rénovation sans avoir rien fait pendant 5 ans. Donc, on peut toujours travailler ensemble. Le gouvernement travaille avec les présidents de région. Mais là, avec Laurent Saint-Martin, notre tête de liste, nous sommes là pour montrer qu'on peut gérer cette région en étant le plus efficace possible. Est-ce que c'est une campagne avec l'idée de vous engager pleinement? Est-ce que si vous n'êtes pas élu, vous démissionneriez? Je m'engage pleinement dans cette campagne parce que je pense que c'est très important que les ministres qui souhaitent faire de la politique et rester en politique aillent devant le suffrage universel. Après, il n'y a pas de jurisprudence sur ce sujet. Valérie Pécresse elle-même, d'ailleurs, avait été candidate au régional, battue, elle était restée ministre. Donc, je pense que ces 2 engagements sont compatibles. Merci Emmanuelle Wargon d'être venue dans ce studio. Vous êtes ministre déléguée au logement. Il est 7h51.